Radio Grand Lac sur 92.1. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac, 92.fm, radiograndlac.com. Je suis heureux de vous retrouver pour cette semaine un peu particulière puisqu'elle va être marquée sous le signe du Festival de Cannes. Alors, bien évidemment, je suis également tout seul ce soir, donc c'est vraiment une émission très particulière. On va aussi noter une semaine très courte en termes de sortie. Je ne sais pas si c'est impliqué du fait du Festival de Cannes ou tout simplement parce que il y a un embouteillage un peu moins présent cette semaine en termes de sortie, mais je n'en ai compté que 5, dont une qu'on va pas tarder à évoquer puisqu'il s'agit du film d'ouverture du Festival de Cannes de ce soir. Et en deuxième partie, nous reviendrons sur les sorties de la semaine dernière, que sont principalement La Planète des Singes, Le Nouveau Royaume et Blue et compagnie. Et enfin, je vous ai préparé un petit focus sur le Festival de Cannes. Quel est son jury? Quels sont les plus gros films que l'on doit attendre? Comment il est possible de voir le Festival de Cannes depuis chez nous? Puisque oui, en effet, il y a quelques astuces. Alors non, vous ne pouvez pas voir les films du Festival de Cannes depuis votre salon, mais on va dire que désormais, depuis quelques années, le Festival de Cannes se délocalise dans certains cinémas et certaines programmations vous permettent de voir des films de la sélection officielle depuis le cinéma le plus proche de chez vous. C'est une bonne chose, ça permet à ce que le festival agrandisse sa popularité et je trouve que c'est également très bien pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer directement à Cannes, puisque oui, Radio Grand Lac a été présent au Festival de Cannes en 2021, en 2022. Mon acolyte Guillaume avait été présent l'année dernière en 2023. Cette année, pas de Radio Grand Lac au Festival de Cannes, mais il ne faut jamais dire jamais. C'est une promesse. Radio Grand Lac retournera au Festival de Cannes. On fera notre maximum, peut-être pour l'année prochaine ou l'année suivante. En tout cas, cette année, nous n'y sommes pas, mais nous n'allons pas pour autant arrêter de parler cinéma avec vous. Et cette semaine, du coup, on commence les sorties avec le deuxième acte, le nouveau film de Quentin Dupieux, qui est donc le film d'ouverture du Festival de Cannes. Et sa particularité, c'est qu'il sort, non pas demain, mais ce soir, dès maintenant. Vous pouvez aller le voir au Pâté à Chambéry, au cinéma Astrée à Chambéry également, et au cinéma Victoria. Et par contre, dès demain, il sort dans d'autres salles, l'Étoile du Lac, et il reste au Pâté et à Astrée de Chambéry. Ce nouveau film de Quentin Dupieux, donc Quentin Dupieux qu'on ne présente plus, qui est un réalisateur très prolifique, puisqu'il fait à peu près 2 films par an. Alors ce sont des films courts, vraiment, c'est entre 1h10 et 1h30. Et cette fois-ci, il revient avec un casting assez prestigieux, puisque nous avons Léa Seydoux, Vincent Lindon, Raphaël Quenard ou encore Louis Garrel. L'histoire de Florence qui veut présenter David, l'homme dont elle est follement amoureuse, à son père Guillaume. Mais David n'est pas attiré par Florence et souhaite s'en débarrasser en la jetant dans les bras de son ami Willy. Les 4 personnages se retrouvent dans un restaurant au milieu de nulle part. On écoute un extrait de la bande-annonce. Je vous préviens, c'est un peu particulier. Alors, l'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage, David, qui est un homme très séduisant, très convoité. Mais je préfère pas vous en dire plus parce que je dévoilerai trop. Non, pardon. L'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage, qui s'appelle Guillaume, qui est un banquier international très important et qui s'apprête à rencontrer... Voilà, donc comme vous avez pu le constater, la bande-annonce n'est en fait pas un extrait du film, mais une sorte de petit amusement entre les 5 principaux acteurs où ils se renvoient la balle et expliquent que chacun a le rôle principal, alors que bien évidemment, c'est peut-être sans doute la surprise du film, on ne sait pas qui a le rôle principal. Je vous le rappelle, le film est donc disponible dès ce soir au cinéma Pâté Astrée à Chambéry et au cinéma Victoria à Aix-les-Bains, et dès demain au cinéma Toile du Lac à Aix-les-Bains et au cinéma Pâté et Astrée à Chambéry. Autre sortie, puisque la semaine, vous allez voir, est très marquée côté horreur.
On a une première sortie du film d'horreur avec Les Intrus. Première partie, réalisée par Renny Harlin. Renny Harlin, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était le réalisateur de Die Hard 2, Cliffhanger, ou encore Driven, donc bon, du bon et du très mauvais, on va pas se mentir. Le film Les Intrus, c'est avec Madeleine Petsch, Troy Gutierrez et Rachel Shenton. Lors d'un road trip en amoureux, un jeune couple tombe en panne et doit s'arrêter dans un village reclus. Ils vont vivre une nuit de terreur en affrontant 3 individus masqués qui, sans motif apparent, veulent les tuer. On écoute un extrait. Je préfère tellement ça à un hôtel. Je parie que les gens qui vivent ici sont super heureux. Top l'accueil, hein. Salut. Salut. Voilà, un film un petit peu glauque sur des nouveaux arrivants en ville qui vont se faire attaquer sans motif, en tout cas. Le motif sera sans doute dévoilé vers la fin. Le film sera disponible aux Toiles du Lac et au Pâté à Chambéry. Et donc, comme je vous l'indiquais, c'est une première partie. Le film est censé être le début d'une trilogie déjà tournée par le réalisateur Renny Harlin. Le deuxième volet doit normalement sortir d'ici la fin d'année et le troisième sortira début 2025. Autre film d'horreur, When Evil Lurks. C'est un film argentin réalisé par Damien Renia avec Ezequiel Rodriguez, Silvina Sabater et Luis Ziembrowski. Après avoir découvert un cadavre mutilé près de leur propriété, 2 frères apprennent que les événements étranges survenant dans leur village sont causés par un esprit démoniaque qui a élu domicile dans le corps purulent d'un homme. Le mal dont souffre ce dernier ne tarde pas à se répandre comme une épidémie affectant d'autres habitants de la région. On écoute un extrait. Il y a un incarné dans la ville. Tu fais peur à ma famille. Je l'ai vu de mes propres... Film de peu de mots, donc film particulièrement à ambiance, qui sera seulement disponible aux Toiles du Lac. Et c'est un film dont j'ai eu la chance de le découvrir au Festival de Gérardmer en janvier dernier. C'est un excellent film de possession, un excellent film d'horreur, particulièrement gore, particulièrement graphique. Alors, il n'est pas à mettre entre toutes les mains, et d'ailleurs le film est interdit aux moins de 16 ans, et c'est totalement mérité, on va pas se mentir. Mais si vous êtes assez client des films d'horreur à la Evil Dead, je vous conseille assez chaudement ce When Evil Lurks, qui était l'une des meilleures surprises que j'ai pu voir au Festival de Gérardmer, et elles n'étaient pas nombreuses, donc allez-y, les yeux fermés, mais ouvrez-les quand même. Autre sortie cette fois-ci dans les cinémas d'arrêt, c'est Les Trois Fantastiques, réalisé par Michael Dichter avec Diego Murgia, Emmanuel Berco et encore Raphaël Quenard. Histoire de Max, Vivian et Tom, 13 ans, qui sont inséparables. Ce début d'été est plein de bouleversements. La dernière usine de leur petite ville des Ardennes ferme tandis que Seb, le grand frère de Max, sort de prison. Ces combines vont peu à peu entraîner les 3 adolescents dans une chute qui paraît inéluctable. On écoute un extrait. Bah, c'est nous 3. Allez, accélère, vite, il arrive. Oh, attendez-moi là, c'est bon. Oh putain. Oh, comment il est chiant. Ok. Allez, mon Tommy. Allez, vas-y, Tommy. Allez, c'est bon. Allez. Ce film sera donc disponible au cinéma Victoria à Aix-les-Bains et le cinéma L'Astrée à Chambéry. Dernière sortie de la semaine, c'est un film d'action avec Jason Statham qui sort directement sur Amazon Prime. C'est réalisé par David Ayer. David Ayer, à qui l'on doit le pas terrible Suicide Squad et le plutôt bon Fury avec Brad Pitt. Cette fois-ci, donc, avec Jason Statham, on a aussi Amy Raver-Lampman, Josh Hutcherson et Jeremy Irons pour une histoire, encore la vengeance d'un homme qui prend une dimension nationale après qu'il se soit révélé être un ancien agent d'une puissante organisation clandestine connue sous le nom de Beekeepers. Parce que oui, dans ce film, vous allez apprendre que les apiculteurs sont des agents secrets. On écoute un extrait. Elle s'est suicidée hier. C'est une propriété privée ici. Vous savez ce qu'ils font ici? Ils arnaquent les gens les plus faibles. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Voilà, je l'ai fait pour vous.
Voilà, un bon film Statham comme on en a l'habitude, directement sur Amazon Prime Video ce vendredi. C'est un film qui a plutôt cartonné aux États-Unis et qui étrangement n'est pas sorti au cinéma en France. Est-ce que c'est peut-être le début du déclin de la popularité de Jason Statham en France ? J'ai du mal à y croire, puisque le récent On Notre et Trouble a très bien fonctionné. Donc je ne comprends pas pourquoi cette sortie directement en VOD. Mais bon, après tout, ça permet d'avoir un petit film chez soi directement. Donc, côté sortie de la semaine, c'est 5 films. On a donc, je vous le répète, le deuxième acte, film d'ouverture du Festival de Cannes. Les Intrus, When Evil Lurks, si vous préférez l'horreur. Et côté cinéma art et essai, vous avez les 3 Fantastiques avec encore Raphaël Quenard. Et pour les amateurs d'action, directement sur Amazon Prime Video ce vendredi, vous avez The Beekeeper, l'apiculteur. Voilà, on va faire déjà une première pause avant d'évoquer les sorties de la semaine dernière avec mon avis sur La planète des singes, le nouveau royaume, qui est le 10e volet déjà de la saga. Et puis le film Blue et compagnie de John Krasinski avec Ryan Reynolds. Et pour la première pause musicale, quoi de mieux que de fêter le Festival de Cannes, le début de ce nouveau Festival de Cannes, avec un extrait de la bande originale d'une des plus grandes palmes d'or de ce festival, Pulp Fiction, sorti en 1994. Oui, ce mois-ci, Pulp Fiction a 30 ans, ça ne nous rajeunit pas. Et bien évidemment, dans cette grande bande originale, il y a le tube de Urge Overkill, Girl, You'll Be a Woman Soon. On revient juste après. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains, votre radio. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et rebonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com. C'est Kevin et ce soir, exceptionnellement, je suis tout seul pour vous parler cinéma et pour vous parler Festival de Cannes en fin d'émission, cela dit, puisque dans cette deuxième partie, nous allons parler des sorties de la semaine dernière, tout particulièrement de 2 films, 2 sorties assez attendues, on va pas se mentir. La première, c'est La planète des singes, le nouveau royaume, réalisé par Wes Ball, qui nous avait fait la trilogie Le Labyrinthe, je ne sais pas si vous en souvenez, et qui nous revient avec un 4e volet de La planète des singes. Je dis 4e volet puisque on va dire que depuis La planète des singes des origines, la saga a connu un renouveau, un reboot. Mais si on devait compter tous les films, eh bien, ce nouveau royaume est le 10e film de la franchise. 10 films déjà depuis 1968. Et j'ai envie de dire, eh ben, c'est encore du bon. C'est encore du bon, c'est toujours validé. Le renouveau de La planète des singes depuis les origines est assez qualitatif. Et ce 4e volet ne déroge pas à la règle. On ressent un virage beaucoup plus action-aventure, beaucoup plus peut-être divertissement blockbuster classique. Ceci dit, je trouve que le virage action-aventure n'est pas déplorable, n'est pas à regretter, puisque ça permet de créer une nouvelle identité à cette nouvelle trilogie, on va dire, puisque ce 4e volet lance une nouvelle intrigue, rebat un peu les cartes entre les hommes et les singes pour encore un petit peu plus de complexité et puis encore plus d'aventures et de grandes histoires. On pourra aussi noter que les effets spéciaux sont absolument sublimes. C'était encore le cas du précédent film en 2017. Tout le travail sur les singes est absolument remarquable, mais là, c'est encore un autre niveau. Je trouve aussi que la franchise, vu qu'elle part dans l'aventure, s'avatarise un petit peu. C'est-à-dire qu'on pense beaucoup à Avatar dans cet univers totalement nouveau. En plus, là, on perd beaucoup de repères par rapport à notre monde contemporain, puisque là, il y a beaucoup moins d'humains que dans les films précédents. Et véritablement, de voir tout ce monde en motion capture interagir entre eux fait beaucoup penser à la saga de James Cameron et aux 2 volets donc d'Avatar. Le nouveau royaume est aussi marqué par un sens de l'épique indéniable, même si on pourrait reprocher que sa complexité ne vient que dans son dernier tiers. Le film est marqué sur une structure assez simple, peut-être trop simple et qui pourrait faire penser au film précédent de 2017, Supremacy. C'est un peu le problème, enfin ça peut être un problème pour certains de ressentir cette répétitivité dans la saga. Moi pour ma part,
Le dernier tiers est tellement excellent que j'ai réussi un peu à occulter les défauts que j'avais ressentis sur la première et deuxième partie, qui est un peu plus lente, mais pour autant l'action ne cesse jamais. Donc c'est une sorte de dichotomie assez étrange dans ce film, mais véritablement, si vous avez envie de spectacle, si vous avez envie d'un gros blockbuster, c'est le moment d'aller voir La Planète des Singes, le Nouveau Royaume. Et j'ai envie de dire, vous l'avez peut-être déjà vu, puisque le film cartonne en France depuis ce week-end et depuis depuis ce long week-end, depuis le 8 mai, puisqu'il a déjà rapporté plus de 800 000 entrées en France, et dans le monde, il a déjà rapporté 129 millions d'entrées, ce qui fait de lui le deuxième plus gros score, le deuxième plus gros démarrage de la franchise. Donc, je pense que on va avoir une suite. On va sans doute avoir la fin de cette nouvelle trilogie. Et puis, les producteurs ont déjà annoncé que pour eux, il fallait faire une saga en 9 films. Et que donc là, nous n'étions qu'au 4e chapitre. Donc, si vous aimez La Planète des Singes, normalement, on devrait encore en avoir 5 de plus. J'ai envie de dire, pourquoi pas, tant que c'est bon, allons-y. Autre sortie de la semaine dernière, c'était Blue et compagnie de John Krasinski. John Krasinski, c'est un acteur que vous connaissez peut-être de la série Jack Ryan, disponible sur Amazon Prime Video, 4 saisons dans mes souvenirs. C'est aussi un réalisateur depuis 2017, puisqu'il avait pu nous offrir 2 films d'horreur, science-fiction horreur, on va dire. Ce sont les 2 volets de Sans un bruit, où sa compagne dans la vie, Emily Blunt, a le rôle principal. Et cette fois-ci, John Krasinski, sans doute à la demande de ses enfants, on va pas se cacher, se lance dans le divertissement familial avec cette intrigue où Ryan Reynolds joue un personnage capable de pouvoir parler aux amis imaginaires, que nous appelons donc les AI dans le film. Et donc vous avez cette grosse bête violette qui s'appelle Blue. C'est d'ailleurs toute une blague dans le film. C'est pourquoi il s'appelle Blue alors qu'il est violet. Enfin une blague. Enfin vous verrez. C'est pas non plus très très drôle. On a connu mieux. Mais c'est assez charmant. Et d'ailleurs, on retrouve les voix de José Garcia pour le personnage de Blue et aussi les voix de la voix de Mylène Farmer pour un autre personnage, un autre ami imaginaire. Mylène Farmer qui se débrouille très très bien, mais bon, on nous a déjà prouvé qu'en termes de doublage dans la trilogie d'Arthur et les Minimoys, elle s'en sortait bien. Et puis José Garcia, toujours impeccable. C'est un film un peu étrange, on va dire, puisqu'il se destine, Blue et compagnie, essentiellement, on pourrait dire aux enfants, ou en tout cas à la famille. Reste que j'étais dans une salle absolument blindée, complète, avec énormément d'enfants, puisque je crois que c'était la 2e séance de sortie du film, donc on était vraiment sur le premier jour, et les enfants sont restés pour la plupart du temps totalement stoïques. Il n'y a pas eu de rire, il n'y a pas eu de larmes, il n'y a rien eu. Il y a très peu eu de réactions, ce qui me fait dire que le film peut-être loupe un peu le coche. Puisqu'il est un peu trop sérieux, un peu trop dramatique pour des enfants, et en même temps un petit peu trop enfantin dans ses visuels pour véritablement plaire à un public adulte. On est sur un entre-deux particulier, et je trouve que John Krasinski fait une belle démonstration de son imaginaire, c'est-à-dire qu'il est capable de vous sortir des créatures, des amis imaginaires totalement originaux que vous n'avez jamais vus auparavant, des designs très 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 plaisants à regarder. Mais pour autant, l'humour a du mal à décoller, et mais malgré la présence de Ryan Reynolds, c'est quand même assez dingue, c'est que Ryan Reynolds est là, il a un rôle, on va dire, un personnage de fonction seulement, on peut pas parler de personnage comique. Alors, bien évidemment, son personnage sera un peu plus complexe, mais je ne vais pas vous en dévoiler plus. Mais voilà, on reste un peu sur sa faim, malgré la présence de quelques scènes assez remarquables, surtout avec la présence de l'actrice Fiona Shaw. Alors Fiona Shaw, ce nom vous dit peut-être rien, mais c'était Tante Pétunia dans la saga Harry Potter. Et donc là, ici, elle joue le rôle de la grand-mère du personnage principal, qui est donc une jeune fille qui se prépare à peut-être perdre son père alors qu'elle a déjà perdu sa mère des suites d'un cancer des années auparavant. Et donc du coup, c'est sa grand-mère qui la recueille pendant un certain temps, et il y a une scène très 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 belle où la grand-mère va se replonger dans sa nostalgie, va se replonger dans son enfance. Très bien filmé, la musique parfaite,
tip top. D'ailleurs, la musique est signée Michael Giacchino, qui est l'un des plus grands compositeurs actuels à Hollywood. Et donc voilà, c'est servi dans un bel écrin, c'est beau, c'est joli, c'est tendre, c'est parfois touchant, mais c'est pas suffisamment amusant, c'est pas suffisamment marquant pour qu'on ait envie d'y retourner ou pour que on ne l'ait pas oublié tout de suite après avoir vu un autre film. Donc c'est un peu un acte manqué. Mais je retiendrai quand même que c'est une belle proposition. Donc pourquoi pas, si vous avez envie de voir ce film, de tenter le coup. Peut-être que ce film vous conviendra mieux. Je ne vous cache pas que voilà, je suis resté un petit peu pas de marbre, mais voilà, je suis resté simple spectateur et j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le film. Et c'est un peu dommage. Autre sortie, mais cette fois-ci des films qu'on vous a déjà parlé dans les semaines précédentes et qui sont toujours disponibles en salle. On vous rappelle que Il reste encore demain est un excellent film. Il est toujours disponible à l'Astrée notamment. On a aussi Challengers, qui est le dernier film de Luca Guadagnino avec Zendaya, qui est très qualitatif. Fall Guy avec Ryan Gosling et Emily Blunt, qui est le bon blockbuster par excellence. Jusqu'au bout du monde, le nouveau western signé Viggo Mortensen. Et il joue dedans également avec Vicky Krieps. C'est une belle histoire d'amour servie dans un écrin totalement western. Et donc, si vous aimez le western, si vous aimez l'histoire d'amour, foncez-y. Il n'y a aucune chance que vous n'aimiez pas ce film. Et par contre, on reste totalement mitigé ou partagé concernant le dernier volet de la saga SOS Fantôme, La menace de glace, qui est un film assez oubliable, et le biopic Back to Black d'Amy Winehouse, qui m'a laissé particulièrement désappointé. Voilà, on va dire c'est le mot. On va revenir après une deuxième pause musicale sur un focus sur le Festival de Cannes, bien évidemment. Je vais vous parler du jury, je vais vous parler des principaux films de la sélection, les films les plus notables, les retours de grands réalisateurs et réalisatrices, et puis vous parler des grosses sorties également, puisqu'il y a des films hors compétition qui sont assez notables. Et puis aussi, je vous donnerai des petits conseils pour voir le Festival de Cannes sans se rendre à Cannes. Oui, c'est possible. Et je vous en parle tout de suite après la deuxième pause musicale, qui est donc Rolling Stone, I Can Get No Satisfaction, tiré de la bande originale d'Apocalypse Now, Palme d'Or de 1979. Je reviens tout de suite après. 92.1, les bonnes ondes de Radio Grand Lac. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et rebonsoir à toutes et à tous. Vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com. Et je reviens donc tout seul ce soir, exceptionnellement, pour vous parler du Festival de Cannes, pour la dernière partie de cette émission. Un focus donc tout particulier sur ce festival qui commence dès ce soir. Actuellement, on est en pleine cérémonie d'ouverture, directement en transmission sur France 2, mais vous regarderez ça après cette émission, bien évidemment. Ce festival qui est vraiment assez impressionnant dans son programme. Je vais revenir avec vous là-dessus dès maintenant. Mais voilà, on sent que le Festival de Cannes a connu quelques années où il se retrouvait petit à petit, après le Covid, bien évidemment. Là, on ressort les bouchées doubles, on ressort les gros films, on ressort les grands réalisateurs. On revient sur une année très prestigieuse. J'espère que la qualité sera au rendez-vous. Ça, on le saura dans les prochaines semaines ou les prochains mois. C'est pour certains films qui sortiront très tardivement. Mais en tout cas, les annonces sont très alléchantes et même le jury est un jury particulièrement prestigieux, puisque nous avons en présidente du jury Greta Gerwig. Greta Gerwig, c'est la réalisatrice dernièrement de Barbie. C'est le plus gros succès du box-office de l'année dernière, donc c'est très impressionnant. Et puis elle a aussi réalisé l'excellente adaptation des Filles du Dr March avec Saoirse Ronan et Florence Pugh, Emma Watson aussi. Je la conseille, je trouve que c'est l'une des meilleures adaptations de ce beau roman. Et puis elle avait réalisé Lady Bird également. Et là, elle est en train de préparer une nouvelle adaptation du monde de Narnia qui devrait sortir directement sur Netflix. Il me semble que le tournage doit commencer cet été, donc peut-être sorti d'ici, allez, on va le dire, Noël 2025. Allez, je le sens bien. Donc Greta Gerwig, qui est la présidente du jury et qui a réuni autour d'elle la scénariste Ebru Ceylan, que vous connaissez peut-être pour avoir écrit les récents films Winter Sleep ou encore Les Herbes Sèches. Les Herbes Sèches qui avaient
assez marqué le cinéma d'art et essai de l'année dernière. On a aussi l'actrice Lily Gladstone qui nous a tous impressionnés pour son interprétation dans Killers of the Flower Moon avec Leonardo DiCaprio, Robert De Niro et signé Martin Scorsese. C'était l'un des plus beaux films de l'année dernière, l'un des plus longs aussi, on va pas se mentir, mais c'était absolument une fresque dingue, impressionnante. Et puis en actrice, dans le jury, on a aussi Eva Green, Cocorico, notre chère Milady dans Les Trois Mousquetaires récemment, mais aussi la plus grande James Bond girl de tous les temps. Oui, j'avoue, j'ose le dire, mais voilà, son interprétation de Vesper Lynd dans Casino Royale est restée dans les mémoires. Et Eva Green, vous la connaissez aussi peut-être pour son interprétation de Miss Peregrine. Elle était aussi dans Dumbo, Dark Shadows, Kingdom of Heaven. Enfin voilà, elle a fait énormément de grands films. Et puis le très très bon drame Proxima que je conseille chaudement. Et donc sa place est tout à fait méritée dans ce jury. Et je m'en veux un peu de ne pas être à Cannes et de ne pas l'avoir en vrai, parce que j'aime beaucoup Eva Green. Voilà. On a aussi en réalisatrice, cette fois-ci, dans le jury, Nadine Labaki. C'est la réalisatrice d'un drame qui avait marqué le cinéma dans 2021. C'était Capharnaüm. Souvenez-vous peut-être, c'était l'histoire d'un enfant qui, en Inde, il me semble, ou peut-être, j'ai un doute. On va pas dire l'Inde, j'ai un doute sur le pays. Mais en tout cas, c'était l'histoire d'un enfant qui décide de porter plainte envers ses parents pour le simple fait de lui avoir donné naissance. Voilà, c'est une histoire assez dingue, mais une histoire vraie. Et le film est assez réussi, je vous le conseille. Aussi, en côté réalisateur, nous avons Juan Antonio Bayona. Juan Antonio Bayona, c'est le réalisateur de L'Orphelinat, c'est le réalisateur de Jurassic World Fallen Kingdom, et récemment sur Netflix, c'est le réalisateur du Cercle des Neiges, qui adaptait ce fait divers très 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 connu de cette équipe de rugby uruguayenne qui se retrouve donc perdue dans les Andes après un crash d'avion et qui doit malheureusement remédier à manger les morts. Voilà, c'est un film très fort, très très dur. Je vous conseille ce Cercle des Neiges, puis je vous conseille aussi la première adaptation qui était Les Survivants avec Ethan Hawke, qui est assez dur également, mais ce sont de très beaux films. Côté jury, on est toujours dans le jury du Festival de Cannes. On a aussi l'acteur italien Pier Francesco Favino, qui est très prolifique. L'année dernière, on l'a vu dans Le Colibri, on l'a vu dans Dernière nuit à Milan. Et puis cette année, on le retrouvera dans un film français, et pas des moindres, dans Le Comte de Monte Cristo, pour un petit rôle. On va pas se cacher, pour un tout petit rôle. Mais voilà, c'est probablement le plus grand acteur italien à l'heure actuelle. En tout cas, celui qui tourne le plus. Moi, c'est un acteur italien que j'apprécie particulièrement. Je le trouve tout le temps bon. Voilà, c'est vraiment une valeur sûre. À chaque fois qu'on voit un film avec Pier Francesco Favino, on se dit que au moins lui, il sera impeccable. On a aussi un autre réalisateur japonais, Hirokazu Koreeda, qui a réalisé la Palme d'Or en 2016, si je ne me trompe pas. C'était le film Une affaire de famille. Et puis, il a signé aussi Les Bonnes Étoiles. Et l'année dernière, il avait reçu le prix du meilleur scénario à Cannes pour l'excellent film L'Innocence, qui vient de sortir en DVD Blu-ray, en VOD. Foncez, c'est absolument sublime, c'est magnifique. C'est un réalisateur très délicat qui arrive particulièrement à bien filmer l'enfance et les drames qui peut y avoir tout autour, et puis la nostalgie. Enfin voilà, c'est vraiment un très très beau cinéma, le cinéma de Koreeda. Et puis le dernier membre du jury, et pas des moindres, acteur français, Omar Sy, acteur français et producteur, je l'apprends. En effet, oui, il avait produit la série Lupin. Omar Sy, bien évidemment, on le connaît d'Intouchable, on le connaît donc de la série Lupin, on le connaît aussi pour ses quelques incursions dans le cinéma américain, X-Men Days of Future Past, la saga Jurassic World, tiens. Donc un jury, ma foi, assez impressionnant pour ce festival de Cannes, qui va, on le sait d'ores et déjà, décerner 3 palmes d'honneur, et pas des moindres. L'actrice Meryl Streep est donc sur place à Cannes, elle est arrivée hier, et elle va donc recevoir dès ce soir la palme d'honneur des mains de Camille Cotin, qui est la maîtresse de la cérémonie. Autre palme d'honneur, c'est le studio Ghibli complet, le studio Ghibli bien évidemment créé par
Isao Takahata et Hayao Miyazaki. Ce sont tous ces films d'animation que l'on aime tant. Princesse Mononoke, Le Voyage de Chihiro, Le Tombeau des Lucioles. Voilà, si vous avez envie de pleurer un bon coup, allez voir ce film. Enfin voilà, c'est une palme pour un studio entier qui va être décerné. Et je trouve que c'est un très très beau geste pour l'un des plus beaux studios d'animation, l'un des plus grands, l'un des plus prestigieux. Et puis la dernière palme d'honneur, elle sera remise à George Lucas. George Lucas, créateur de la saga Star Wars, réalisateur des épisodes 1, 2, 3, 4, et qui, depuis, a pris sa retraite après avoir vendu les droits à Disney, qui a depuis repris la franchise pour le meilleur et un peu pour le pire, on va pas se le cacher. Mais bon, voilà, Star Wars est entre des mains pas très expertes, mais voilà, il y a des projets qui arrivent, qui devraient être plutôt positifs, plutôt qualitatifs, donc comme dirait Yoda, il faut garder espoir. On va garder espoir et en tout cas c'est tout à fait normal que George Lucas reçoive la palme d'honneur pour ce festival de Cannes. C'est amplement mérité compte tenu de sa carrière. Et puis du coup, côté programmation, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme film ? Eh bien, côté compétition, on va se lancer directement dans la compétition. Quelques films que je vais les plus importants, les plus notables. On a le premier qui est L'Apprenti. C'est un film d'Ali Abbasi qui avait fait il y a 2 ans Les Nuits de Mashhad, qui était absolument dingue, un super thriller. Et cette fois-ci, il revient donc avec un film L'Apprenti, avec Sebastian Stan, qui est le soldat d'hiver de Marvel. Et ce film a la particularité d'être un film sur Donald Trump dans sa jeunesse, on va dire dans ses tout débuts, avant qu'il devienne ultra riche. Et bon, on va pas se mentir, ça va être une comédie d'humour noir où ça va un peu grincer des dents et se moquer du personnage. Ça sort une année particulière puisque c'est une année électorale, donc aux États-Unis. Donc voilà, c'est tout à fait à propos et on verra si le film est de qualité ou pas. Pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie. Autre film notable, c'est le nouveau film de Jacques Audiard. Jacques Audiard, réalisateur très 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 acclamé. C'est le film Dipan, c'est le film Un prophète de Rouilledos et dernièrement Les Olympiades, très réussi. Il revient avec un film Emilia Pérez avec un casting très très classe, Zoé Saldana, Selena Gomez, Edgar Ramirez. Donc très très envie de découvrir ce film, mais l'un des plus gros films importants de cette sélection et de cette compétition, c'est le retour de Francis Ford Coppola avec un projet qu'il prépare depuis les années 70. Il a essayé maintes et maintes fois de le lancer, à chaque fois ça n'est pas arrivé, et puis dernièrement il a décidé de le financer tout seul. Eh ben, comme qui dirait, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et c'est le cas de le dire, puisque Francis Ford Coppola sort enfin son Megalopolis, avec là aussi un très beau casting, Adam Driver, Giancarlo Esposito, Shia LaBeouf, Jon Voight, ou encore Dustin Hoffman, et Laurence Fishburne. Voilà, normalement ça devrait sortir cette année au cinéma, puisque le studio, enfin la boîte de distribution, le Pacte, va s'en occuper pour le sortir chez nous en France. Aux États-Unis, il y a toujours pas de distributeur. Ça veut peut-être dire encore qu'en France, nous avons un œil un peu plus arty que les États-Unis, qui sont assez frileux et considèrent que le film ne va pas marcher. Bon, ils ont peut-être raison, mais en tout cas, on s'attend à un très gros morceau de cinéma. La bande-annonce qui est sortie ce matin montre des images assez dingues, assez remarquables. J'ai très très hâte de voir ce film et du coup on saura très prochainement s'il est un film de grande qualité ou s'il est un peu boudé au Festival de Cannes. Autre retour de grand réalisateur, c'est le retour de David Cronenberg avec son film Les Linceuls, avec Vincent Cassel, Diane Kruger, Guy Pearce. Donc David Cronenberg qui explore un peu le thème de la mort, donc après avoir exploré le thème de la chair, le thème d'Hollywood, ou encore le thème des accidents et des déviances sexuelles, on va pas se mentir, c'est souvent ça avec David Cronenberg. Et bien là, il revient sur le thème de la mort. Est-ce que David Cronenberg est pas en train de préparer la fin de sa filmographie? C'est une question que je me pose depuis ses derniers films. Son dernier film en date, c'était Les Crimes du futur, qui reprenait déjà le titre d'un de ses premiers films. Il y avait une sorte de boucle bouclée dans le film. Donc voilà,
j'ai l'impression que David Cronenberg sent qu'il n'a pas encore beaucoup de films dans sa filmographie et peut-être qu'il prépare à nous faire son au revoir, ou en tout cas à prendre sa retraite, peut-être. En tout cas, j'ai très très hâte de voir son film Les Linceuls, qui lui sortira en septembre en France. Autre retour de réalisateur, c'est aussi Michel Hazanavicius qui revient avec La plus précieuse des marchandises avec Dominique Blanc, Grégory Gadebois et Denis Podalides. Pas de date de sortie pour l'instant. On a aussi le film The Substance avec Coralie Farja qui donc passera au Festival de Cannes ce week-end avec Demi Moore, Margaret Qualley, la fille d'Andy McDowell, et on a aussi Dennis Quaid. Beau casting pour un film qui semble un petit peu lorgné aussi du côté de Cronenberg avec un travail sur la transformation du corps et sur la chair. On a aussi le nouveau film de Christophe Honoré, Marcello Meglio avec Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve. Le nouveau film de Yorgos Lanthimos qui lui aussi est très prolifique, puisque après nous avoir délivré Poor Things, Pauvres créatures en début d'année, il revient déjà avec Kinds of Kindness qui sortira en juin cette année, avec Emma Stone encore, William Dafoe encore, et également Jesse Plemons et Margaret Qualley encore. Voilà, ça a l'air d'être un film choral, assez long, de 3 heures, mais qui a l'air plutôt amusant, pourquoi pas. Et puis Gilles Lelouch revient au Festival de Cannes après sa réalisation Le Grand Bain. Cette fois-ci, il revient dans la compétition directement avec L'amour ouf, qui serait le fameux film où François Civil et Adèle Exarchopoulos seraient décidés de se mettre ensemble. Donc voilà, ce serait une belle fresque sur l'amour de presque 3 heures aussi. Il va y avoir des films longs cette année, on va pas se mentir. C'est souvent le cas à Cannes. Mais voilà, L'amour ouf qui devrait sortir en salle en France en octobre. On peut aussi noter en compétition le nouveau film de Paul Schrader, le scénariste de Taxi Driver, qui revient avec Au Canada, avec Richard Gere et Uma Thurman. Le retour de grands noms côté casting, ça fait plaisir. Et puis pour citer quand même un film italien, le nouveau film de Paolo Sorrentino, le réalisateur de La Grande Bellezza, Youth, ou encore des séries très cotées sur MyCanal que sont The Young Pope et The New Pope. Eh bien, il revient avec Pathan Nope. Voilà, avec Gary Oldman, qui est quand même un grand acteur. Et puis hors compétition, du coup, on va retrouver 4 grandes sorties. Le deuxième acte, donc du coup, qui est le film d'ouverture que vous pouvez voir dès ce soir au cinéma et plus largement dès demain matin aux Toiles du Lac, au Pâté ou à l'Astrée à Chambéry. C'est le nouveau film de Quentin Dupieux. Bien évidemment, hors compétition, grosse sortie, ça sortira la semaine prochaine. C'est Furiosa, une saga Mad Max, qui est donc le préquel de Mad Max Fury Road, avec toujours derrière la caméra le grand réalisateur George Miller. On a aussi le retour de Kevin Costner derrière la caméra, qui n'avait pas réalisé depuis Postman, depuis Open Range, depuis Open Range, sorti en 2004, qui était un superbe western avec Robert Duvall et Kevin Costner. Et puis bon, Kevin Costner, c'est aussi Danse avec les loups. Est-ce que je dois rappeler que Danse avec les loups est l'un des plus grands westerns de tous les temps? Voilà, eh bien, Kevin Costner ne va pas changer de fusil d'épaule, puisqu'il revient avec un western, Horizon, sous-titré Une saga américaine, qui est une fresque impressionnante, puisqu'elle doit se décliner en 5 parties. Seule la première partie est diffusée au Festival de Cannes, et la première partie à elle seule va durer 3 heures et 1 minute. Voilà, on est sur un gros morceau. Seules les 2 premières parties sont déjà tournées. La première partie doit sortir en juin au cinéma aux États-Unis et la deuxième partie en août. En France, pas de date de sortie pour l'instant. Est-ce que les boîtes de distribution ont un peu peur des westerns ? C'est dommage parce que bon, quand même, Kevin Costner, on est sur du western très qualitatif, on est sur une image de marque. On va dire que le public le demande, le public français aime beaucoup cet acteur et ce réalisateur. Et donc je pense que Horizon pourrait tout à fait avoir sa place dans les cinémas français et j'espère une sortie. Et du coup, Kevin Costner est en train de préparer le tournage pour les 3 dernières parties. 5 films de presque 3 heures. Enfin voilà, c'est absolument dantesque. J'ai très très hâte de voir ça. Et dernier film, enfin, hors compétition qu'on peut noter, c'est Le Comte de Monte Cristo, la nouvelle adaptation réalisée par Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte, qui donc se veut dans la même mouvance que Les Trois Mousquetaires que nous avions vu l'année dernière,
Cette fois-ci, le comte de Monte Cristo est interprété par Pierre Ninet. Autour de lui, on retrouve Laurent Lafitte, Pierre-Francesco Favino, comme je vous disais tout à l'heure, Bastien Bouillon. Et donc, c'est une grande adaptation de 3 heures que nous devrions voir dès la fin du mois de juin. Le film de 3 heures, j'ai envie de dire, c'est un peu normal pour le comte de Monte Cristo, parce que si vous n'avez jamais vu la taille du bouquin, c'est un beau bébé, c'est assez énorme. Donc 3 heures, c'est bien ce qu'il fallait. C'est même surprenant qu'il n'ait pas été décidé de le diviser en plusieurs parties, comme ça avait été le cas pour le Trois Mousquetaires. Mais bon, j'ai plutôt hâte de voir cette nouvelle adaptation, surtout que visuellement, elle a l'air assez léchée, assez belle et propre. Côté séance de minuit, parce qu'au Festival de Cannes, on a aussi les séances de minuit, je vais vous noter seulement 2 films. Pour les amateurs de cinéma d'action hongkongais, c'est le retour de Sammo Hung. Sammo Hung, c'est aussi le flic de Shanghai. Si vous aviez vu cette série dans les années 90 et 2000, eh bien, il revient avec un film Twilight of the Warrior World In, qui doit s'appeler normalement... City of Darkness, oui, parce que voilà, on aime bien retraduire des titres anglais en anglais, mais dans des mots plus simples. Donc ça va s'appeler City of Darkness, ça doit sortir en juillet en France, et le réalisateur est Soi Chiang, et ça a l'air assez musclé, hein. Ça tatane sévère, et ça a l'air d'être plutôt pas mal. Et Noémie Merlan, cette grande actrice, découvert récemment, le retour du héros, les Olympiades, portrait d'une jeune fille en feu, eh bien, elle revient à la réalisation avec Les Femmes au balcon, et ce sera disponible, du coup, en séance de minuit au Festival de Cannes. Et donc, du coup, comme je vous disais en début d'émission et un petit peu plus tôt, comment voir le Festival de Cannes depuis chez nous? Parce que oui, il y a plusieurs moyens pour, être dans l'ambiance Cannes sans pour autant se rendre à Cannes. Tout d'abord, si vous avez envie de rester chez vous, sachez que la cérémonie d'ouverture est actuellement retransmise sur France 2 et la cérémonie de fermeture sera également retransmise sur France 2. Sinon, 3 films sortiront pendant le festival, 3 films de la sélection officielle. Donc le premier, je vous en parle depuis le début de cette émission, c'est le deuxième acte de Quentin Dupieux qui est donc d'ores et déjà disponible. Un deuxième film, c'est Marcello Mio de Christophe Honoré qui revient donc sur... Chiara Mastroianni qui joue son propre rôle et qui commence à se prendre pour son père qui est le grand réalisateur et acteur Marcello Mastroianni que vous avez pu voir dans 8 ans et demi bien évidemment 8 et demi plutôt, je suis fatigué. 8 et demi de Fellini. Marcello Mio, il sortira donc au cinéma dès le mardi 21 mai au soir et sortira plus largement le lendemain, le mercredi 22 mai. Et puis le dernier film que vous pouvez voir pendant le festival et qui sort dans une grande partie des cinémas français, c'est le blockbuster Furiosa, A Mad Max Saga, pas Mad Max Story, A Mad Max Saga, réalisé par George Miller, le préquel de Mad Max Fury Road, qui sortira le mercredi 22 mai, donc la semaine prochaine. Mais il y a des avant-premières que vous pouvez déjà réserver pour le mardi 21 mai au soir, au Toile du Lac et au cinéma Pathé à Chambéry. Et puis, si vous avez envie de découvrir un petit peu plus de la sélection, vous avez la possibilité de vous rendre au cinéma Pathé, puisque Cinéma Pathé proposeront du vendredi 24 au dimanche 26 mai 12 films de la sélection de Cannes. Alors, on ne sait pas quel film, on l'espère qu'il y aura la Palme d'Or dedans. Petit bémol, eh bien oui, c'est que ce ne sont pas tous les cinémas Pathé qui le proposent, et le cinéma le plus près de chez nous qui proposera cette programmation exceptionnelle, c'est le Pathé Bellecour à Lyon. Donc pourquoi pas faire un petit week-end du vendredi 24 au dimanche 26 mai, week-end cinéma à Lyon, et aller voir du coup 12 films de la sélection du Festival de Cannes au Pathé Bellecour. Pourquoi pas? Je vous avoue que j'hésite à ne pas tenter cette expérience. Et si vous n'aimez pas les cinémas Pathé, il y a pareil pour les cinémas UGC du samedi 25 au mardi 28 mai, par contre, qui proposeront plusieurs films. On connaît pas le nombre, mais donc plusieurs films de la sélection officielle du Festival de Cannes, et le plus près étant, là encore, l'UGC Cinécité Pardieu de Lyon. Donc voilà, si vous avez envie d'explorer un peu plus ce Festival de Cannes, eh bien, 2 cinémas à Lyon vous proposeront des films de la sélection. Sinon, je vous le rappelle, 3 films seront disponibles dans nos salles. Le deuxième acte, Marcello Mio, et Furiosa, A Mad Max Saga. Voilà, c'est tout pour le focus du Festival de Cannes. Peut-être que nous reviendrons sans doute, c'est même pas peut-être, nous reviendrons sans doute dans 15 jours. Nous ferons un focus sur le Festival de Cannes et sur son palmarès, qui aura reçu la Palme d'Or, qui aura reçu le prix du meilleur scénario,
la palme de la meilleure interprétation masculine et féminine. Enfin voilà, on reviendra sur le palmarès sans doute dans 15 jours. La semaine prochaine, je vous l'annonce d'ores et déjà, on fera un focus sur le réalisateur Gérard Miller. Donc finalement, on sera toujours dans l'ambiance Festival de Cannes et nous parlons bien évidemment de Furiosa Mad Max Saga. Côté programmation à la radio demain, vous pourrez retrouver l'émission spéciale spectacle Les Voix des Alpes chantent Goldman et Hallyday de 11h à 11h45. L'émission Questions de parents présentée par Elodie L de 12h15 à 12h45 et l'émission Parents autrement présentée par Pauline de 13h à 14h. Et pour se quitter, avant de se retrouver donc la semaine prochaine, je vous propose de nous écouter une musique sortie de la bande originale du film La vie est belle, La vita è bella de Roberto Benigni, qui était le Grand Prix du jury de 1998, l'un des plus beaux films que nous a offert le Festival de Cannes, la plus grande réalisation de Roberto Benigni à mon goût. Mais donc du coup, je vous propose d'écouter un extrait de la bande originale, mais cette fois-ci réinterprété par Andrea Bocelli, toujours sur la musique de Nicola Piovani, qui est le compositeur du film. Et la chanson s'appelle Sorridi Amore Mai. On se quitte sur cette chanson. Portez-vous bien, bonne semaine à vous et surtout, allez au cinéma. Bonne soirée.